Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la Solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de Retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 147e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 janvier, il est exactement 11h20 et nous allons continuer à parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest qui en est à son 9e jour de course, en compagnie de 2 invités qui, comme nous, suivent attentivement ce tour du monde parti de Brest le 7 janvier. Le premier connaît bien les ultimes pour avoir notamment navigué sur l'Ancien Massif et sur SVR Lazartigue aux côtés de François Gabard et de Tom Laperche. Il s'agit de Pascal Bidégory qui est chez lui du côté de Bois-Plage sur l'île de Ré. Salut Pascal. Bonjour. Le second est aujourd'hui à Lorient, il est même dans les bureaux de Tip & Shaft en ce moment, il dirige l'agence brestoise Aloha Attitude et occupe à ce titre la fonction de manager du projet Ultime Adagio d'Éric Perron. Il s'agit de Christophe Boutet. Bonjour Christophe. Bonjour. Messieurs, avant de vous donner la parole, comme d'habitude, je vais faire un bref récapitulatif de la semaine écoulée sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Depuis mardi dernier, les 6 marins en mer ont eu le droit au passage d'une première grosse dépression au large des Canaries, dont ils sont à peu près tous sortis indemnes, à l'exception d'Armel Lecléage qui a déploré notamment la perte de son balcon avant. Suite à la chute de son Jennaker, le skipper de Banque Populaire a également décelé un problème hydraulique au niveau du système de montée et descente de son foil tribord. Autant de problèmes qui l'ont décidé à s'arrêter au Brésil, plus précisément à Recife, où il est arrivé lundi matin et à l'heure où on se parle, après un peu plus de 24 heures d'arrêt, il n'est toujours pas reparti, mais ça devrait être une question de minutes ou d'heures. En tête de la flotte, on trouve mardi en fin de matinée Tom Laperche qui livre un très beau duel à Charles Caudrelier. Les 2 marins qui finissent de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène n'étant séparés que d'une trentaine de milles. Thomas Coville occupe la 3e place à presque 500 milles du duo. Anthony Marchand, qui vient de passer devant Recife, est désormais 4e à plus de 1000 milles des leaders. Éric Perron fermant la marche à l'approche de l'équateur qu'il devrait franchir mercredi matin. Voilà pour ce point course. Pascal, on va commencer par toi. Raconte-nous un petit peu comment toi, de l'île de Ré ou de Bretagne, quand tu es en Bretagne, tu suis cet Arkea Ultimate Challenge Brest. Un petit peu comme tout le monde, les réseaux sociaux, Internet, et puis aussi on a des informations régulières du bateau avec différents logiciels. En gros, j'ai toutes les infos du bateau toutes les minutes, donc ça permet vraiment d'être dans le match et de suivre ça de près. Et voilà, donc c'est très bien.
Est-ce que justement tu es impliqué de quelle façon dans l'équipe SVR Lazartigue pendant cet Arkea Ultimate Challenge? Tu fais partie d'une cellule, pas la cellule de routage, hein, mais tu es sollicité, on te demande ton avis. Comment tu suis exactement? Bah, en fait, je reçois un petit peu toutes les informations de météo de la cellule routage et puis bah, le fait d'avoir toutes les informations du bateau, bah, c'est un peu comme si tu étais assis dans le bateau, quoi. T'as droit, tu peux toucher à rien, mais en gros, j'ai tous les paramètres du bateau qui sont vraiment très très clairs sur mon ordinateur. Et puis tu peux regarder, revenir en arrière, regarder la performance du bateau sur le temps que tu veux. Donc ça permet d'avoir un regard de façon. L'idée c'est d'être le plus clairvoyant possible pour si on peut aider à la performance du bateau ou à moyenner les hautes vitesses du bateau. Voilà, donc je suis plutôt à l'écoute au quotidien, à l'instant T, un peu tout le temps, à regarder. C'est maladif, quoi. Hein. C'est impressionnant. Hein. J'ai du mal à m'en sortir, mais bon, ça va aller mieux la course avançant. Mais c'est vrai que c'est très prenant, donc voilà, d'avoir toutes ces informations, bah, c'est très sympa. Et puis voilà, l'échange est très constructif avec le bord du bateau, donc voilà, donc c'est cool. J'ai le sentiment que ça bosse très bien, quoi. Et est-ce que tu as des échanges directs avec Tom? Vous échangez par WhatsApp, Telegram ou Ouais, autre? par télégramme, ouais, il y a un télégramme routage et puis un télégramme perf, donc voilà, donc ça sert du télégramme perf pour donner des petites infos, des petites analyses sur ce qui vient de se passer, des petits réglages à éventuellement faire évoluer, essayer d'être pertinent sur les phases où ça va vite, de comprendre pourquoi, et d'avoir la capacité de reproduire ça, quoi. Voilà, c'est autour du monde, même s'ils vont très très vite, ça dure assez de temps pour avoir l'opportunité de progresser le bateau, avec le bateau, au quotidien, quoi. Ouais, j'imagine que c'est un vrai laboratoire en direct. On va reparler un peu plus tard des performances de Tom, hein, qui est leader de cet Arkea Ultimate Challenge Brest. Christophe, est-ce que tu peux de ton côté nous donner des nouvelles d'Eric? J'imagine que tu échanges aussi en direct avec lui, peut-être par Telegram aussi. Quel est le moral à bord d'Adagio? Bah, écoute, Eric, on l'a eu hier en visio, du coup avec l'ensemble des partenaires. C'était d'ailleurs assez sympa et il a la grosse forme. Il est hyper heureux d'être à bord, il est hyper heureux d'être sur ce tour du monde là et ça se ressent dans sa voix. Il est reposé finalement. Alors il n'a pas eu trop de chance la météo s'est fermée devant lui, donc il a eu du temps pour se reposer avec des petits airs, pendant pratiquement 48 heures. Mais, non, il a la forme, il est heureux d'être là et puis voilà, il mène sa barque. Comment s'est passée un petit peu la mise en route pour lui, hein? On sait que vous avez lancé un projet un peu de dernière minute, hein, avec un partenaire qui s'est engagé en septembre, 3 mois avant le départ de la course. Ça a été un peu une vraie course contre la montre pour vous, avec beaucoup de choses à faire. Eric a été, j'imagine, très sollicité. Il était forcément un peu fatigué, en partant, et comment il a encaissé un petit peu ce début de course? Est-ce que quelque part il a récupéré en mer, après toutes ces fatigues des semaines de pré-départ? Bah, je crois que l'adrénaline du départ lui a fait, bah, finalement continuer sur la lancée depuis 3 mois, hein. Ça fait 3 mois que lui, comme l'équipe, est à bloc et l'adrénaline du départ, le fait que les conditions lui permettent de matcher. On était sur du portant VMG, donc du vrai vent arrière. Donc il arrivait en étant sur des allures, un peu moins rapides mais plus basses à matcher. Il était pas trop loin, pas trop distancé. Donc tout ce temps-là, je pense que, bah, si tu veux, il s'est quand même donné en mode, compétition et puis malheureusement, les 250 000 de retard qu'il avait à Madère, se sont transformés petit à petit avec, les fenêtres météo, qui se fermaient les unes derrière les autres pour lui. Heu, Bah, du coup, se sont transformés en un peu plus de 1000 et de là, je pense qu'il a réussi à prendre le temps, de se reposer à ce moment-là, quoi, après Madère. On va faire un petit retour en arrière avec toi, Christophe. Est-ce que tu peux nous re-raconter, vous l'avez forcément raconté un petit peu avant le départ, mais
Comment finalement vous avez réussi à faire aboutir ce projet, hein? Ça fait une bonne année maintenant que Eric avait dans l'idée de se lancer sur ce tour du monde et sur le bateau actuel qui est l'ancien Sodebo, ancien actuel, l'ancien Geronimo qui a été reconstruit en grande partie à l'époque de Thomas Coville. Raconte-nous un peu comment finalement vous avez réussi à faire aboutir ce projet alors qu'au moment de la date limite des inscriptions fin juin dernier, ça semblait un petit peu râpé. Bah, écoute, oui, ça a été une grosse bataille, on n'a jamais laissé baissé les bras, hein. Je crois qu'Éric là-dessus, il est vraiment méritant puisque, on avait un partenaire, hem, pressenti pour nous accompagner sur ce projet, qui s'est désisté un peu à la grande surprise et pour des raisons qui étaient pas vraiment liées, à la voile, hein, pas liées à notre projet, c'était plutôt des problématiques internes. Et donc on a mis, des mois à essayer de trouver un partenaire pour le remplacer. Heu et c'est vrai qu'on repoussait les deadlines. On s'était dit: «Bon allez, à fin mars, si on n'a pas trouvé, ce sera trop tard». Et en fait, dans la tête d'Éric, c'était clair, c'était que tant que techniquement on pouvait préparer le bateau pour le départ, heu, bah, on se refusait pas de dire oui à un partenaire principal. Et Adagio est arrivé, on va dire, en dernière minute, mais juste à temps. On a eu 3 mois pour préparer le bateau. On a peu navigué avec le bateau, mais par contre, on a fait tout le nécessaire pour, on va dire, pour l'optimiser d'un point de vue sécurité et d'un point de vue, bah, purement pour pouvoir finir un tour du monde, quoi, hein. Donc on a changé tous les éléments structurels, qui pouvaient, nous empêcher de finir. Ouais, quelles sont justement les priorités quand on n'a que 3 mois pour préparer un bateau? J'imagine qu'au niveau performance, vous avez pas travaillé du tout. J'imagine que vous avez récupéré les voiles existantes. Quelles ont été un peu les priorités sur ces 3 mois de préparation? Voilà, comme je te dis, la priorité, c'était la fiabilisation de l'ensemble. Donc il y avait des pièces, qui n'avaient pas été révisées depuis un moment. Il y avait, des pièces à changer. Il y avait, l'énergie à bord à vérifier et modifier. Donc tout ça, ça a été notre principal souci. Et puis après, il faut pas oublier qu'en parallèle de ça, ça reste un projet de communication. Donc il y a toute l'activation avec le partenaire, il y a toute la préparation du tour du monde en lui-même d'un point de vue logistique et technique. Donc oui, ça faisait beaucoup de chantiers ouverts en même temps. Mais la priorité sur le bateau, ça a été, de le fiabiliser et de faire en sorte que Eric puisse partir serein, en tout cas par rapport à la qualité de préparation du bateau. Pascal, quel est un peu ton regard sur le projet d'Éric Perron? Éric que tu connais, hein, tu as dû le croiser, notamment sur Circuit Figaro. C'était peut-être quand tu terminais, lui commençait. Je ne sais pas si vous êtes croisés en Figaro? Je crois pas que je l'ai croisé en Figaro, mais par contre, on a fait la Volvo Ocean Race Ah ben, bien sûr, ouais. 2014-2015 ensemble. Donc oui, je connais très bien Rico. Et le regard que j'ai, bah, moi, je trouve quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont fait en peu de temps pour être prêts au départ. Et on peut vraiment noter la volonté d'Eric de porter à bien ce projet, même dans les ultimes moments. On peut imaginer que ça devait pas être évident de prendre le choix, de prendre la décision d'y aller. Et je suis assez admiratif sur le fait qu'il soit au départ. Et voilà, donc c'est top. Tu te serais vu, toi, te lancer sur un tel projet de dernière minute avec une préparation réduite à 3 mois? Si tu te mettais dans la peau d'Éric, comment tu t'imaginerais? Je sais pas. Peut-être pas. Voilà. Mais voilà, après, vous savez, les choses, elles se font pas. Il y a des opportunités ou pas. Mais en l'occurrence, j'avais pas à me prendre la tête avec ça. Mais je suis pas du genre à vouloir faire les choses un peu au dernier moment. Donc ça, c'est un peu dans ma nature. J'aime bien faire les choses et qu'elles soient organisées et structurées avec un peu de temps. Mais c'est pour ça que d'autant plus je suis assez admiratif de ce que toute l'équipe a pu faire là et de la détermination qu'ils ont eue pour être au départ et puis pour le fait que bah, voilà, on sait très bien qu'en termes de performance c'est un bateau qui est un cran en dessous, mais son objectif à lui et puis je pense aussi pour tout le monde c'est avant tout de finir ce tour du monde quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter, Pascal, comment toi tu as du coup, participé au sein de l'équipe, SVR Lazartigue et de Merconcept à la préparation du tour du monde, de Tom Laperche? Quel est un peu ton rôle? Quel a été ton rôle dans cette préparation? Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai navigué un peu en début d'année avec le bateau et là, je me suis repointé à Concarneau pour la mise à l'eau du bateau et on a navigué le vendredi, samedi, on a amené le bateau à Brest, donc autant dire que on n'avait pas beaucoup de temps, mais faut quand même noter le boulot qu'a fait Merconcept, quoi. Franchement, c'était pas évident de réparer le bateau, c'était quand même énormément de travail et énormément de précision aussi. C'est pas quelque chose que tu pouvais faire trop vite. Et donc ils ont vraiment bien géré le timing. Alors, c'est sûr, ça peut paraître un peu short de mettre un bateau à l'eau le jeudi soir de nuit, alors que le départ de la course est dimanche. Mais franchement, dès qu'on a navigué vendredi avec le bateau, la job list quand on est rentré vendredi soir, il y avait deux trois petites bricoles à vérifier, mais autrement, c'était super satisfaisant. Et même à la mise à l'eau du bateau, moi j'ai été étonné parce qu'à un moment donné, je sais pas quelle heure il était un peu tard. Il faisait des nuits, mais à un moment donné, on a mis les bouts de piano, etc. Et toute l'équipe. Et puis, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à hisser la GV et puis on peut aller naviguer, quoi. Donc ça c'était cool. Et non, mais Merconcept, ils ont cette faculté à préparer des bateaux et en très très peu de temps, à avoir la capacité de bien les mener et aussi dans la performance, pas que dans la fiabilité, quoi. Je pense à la mise à l'eau de Massif aussi avec Charlie quand on est parti faire le Fastnet là cette année. On a navigué que dalle et au Fastnet on savait pas trop comment ça allait se passer, mais bon, si on a gagné, c'est que c'est que le bateau tout a marché et puis au final on a trouvé un petit peu les manettes et puis ça s'est super bien passé. Donc vraiment un grand coup de chapeau à toute l'équipe de Merconcept qui a travaillé un peu jour et nuit là, pendant le mois de décembre pour mener à bien cet engagement aussi d'être présent au départ parce que c'était franchement c'était pas gagné, quoi. Ouais, ouais, Cécile Andrieux, la team manager de SVR Lazartigue, a raconté en détail la semaine dernière cette course contre la montre pour que le bateau puisse être présent au départ de Brest le 7 janvier. Christophe, on va revenir vers toi. Comment s'est passé un peu du coup la première semaine d'Éric? Il y a eu cette fameuse dépression qui a accueilli la flotte après 3 jours de course dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Eric était un peu à l'arrière. Est-ce que lui aussi a eu quand même du vent fort? Comment il est sorti un peu de ce premier gros coup de vent du Tour du Monde? Ouais, il a eu aussi du vent fort, et surtout, surtout de la mer. Je crois que il a pris peut-être un tout petit peu moins fort que les autres. Il a pris, 35-40 nœuds, mais il y avait 5-6 mètres de creux et la vraie problématique, elle était plutôt derrière ce front puisqu'il y avait beaucoup d'instabilité, derrière ce front et c'est là qu'en trimaran, c'est dangereux. Ça passait de 5 à 30 nœuds en un rien de temps et donc du coup, fallait être dessus. Il fallait, surtout faire très attention. Il y avait des grosses rotations et des grosses variations d'intensité et bon, voilà, on va dire, c'est un passage avec, peu de frais derrière, hein, puisque ça s'est bien passé globalement. Mais, mais ça laisse penser que sur toutes les périodes du sud, là où on aura, potentiellement des situations un peu identiques, derrière les fronts froids et autres, il va falloir être hyper vigilant parce que ces bateaux-là, en fait, ne peuvent pas, on va dire, être en sécurité dans des variations de vent aussi importantes et dans des délais, courts. Donc on peut pas aller net, faire la sieste, dans ces phases-là. Voilà. Techniquement, est-ce que Eric a déjà eu un peu à sortir la caisse à outils? On l'a vu bricoler, on a vu une vidéo où il bricolait un petit peu son moteur. Est-ce qu'il a eu des soucis techniques ou c'est vraiment des bricoles? Il y a eu pas mal de petits soucis techniques, mais rien de majeur, que des petites choses, on va dire qui sont liées au manque de temps de navigation, hein, qu'on a pu avoir en amont, mais que des choses qui ont été réparées. Eric est assez agile là-dessus et on l'aide à terre évidemment à trouver des solutions, mais bien souvent il les a trouvées avant nous. Donc non, là-dessus on est serein. Eric, il sort la caisse à outils, à bon escient mais pas de problème majeur pour l'instant sur le bateau, sur Adagio.
Pascal, et du côté de SVR Les Arctiques, comment ça s'est passé ce premier gros front de la semaine dernière pour Tom? L'impression qu'il en est plutôt sorti sans problème majeur. Plutôt bien, franchement, il a été assez impressionnant en bâbord à mur là, pour entrer dans l'ADEP en termes de performance, quoi. Euh, voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Je pense que la trajectoire aussi était un peu idéale, un petit peu plus sud que Gitana, même si dans la rotation droite, c'était pas la position la plus facile. Et par contre, en termes de vent et d'état de la mer, je pense qu'il était pile poil où il fallait. Il fallait pas être plus nord pour avoir autrement, il y avait beaucoup plus de vent et voilà. Parce que pour avoir suivi un peu toute la traversée du front, je pense qu'en moyenne, il a eu du style 32, Rafale à 35, mais enfin, j'ai pas vu de 50 nœuds ou de trucs comme ça, comme j'ai pu lire par ailleurs. À noter quand même que, bon, je pense que Charlie, il a dû faire pareil, vu la carbu qu'il avait, mais ils ont quand même passé le front, Henry J3. Donc Ouais. ils ont jamais mis moins de 1 riz dans la grand voile. Donc autant dire l'engagement de ces deux bateaux dans ce passage délicat. Et donc ça c'est vraiment à noter parce que franchement au début du Tour du Monde, c'était quand même un peu c'était bien de le faire comme ça en tout cas, voilà, parce que c'était important. On a pu voir que pour la suite c'était bien d'être devant. Mais voilà. Par contre, derrière le front, c'était incroyable, quoi. C'était dur à vivre derrière l'ordinateur parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer, que ça soit Tom et Charlie. Et à un moment donné, j'ai eu juste un message de Tom qui m'a dit la mer, c'est des murs. Donc, je me suis dit bon, ben, arrête de l'emmerder pour aller plus vite parce qu'a priori, s'il te dit que la mer, c'est des murs, c'est qu'il peut pas aller plus vite, quoi. Ça veut dire que tu lui dictes un petit peu son tempo, comment ça se passe avec lui? Non, 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 moi je dicte rien. Moi j'essaie d'avoir un regard un peu de tout ce qui se passe à bord du bateau, quoi, hein. C'est pas avoir un regard comme ça à un moment donné et puis un autre regard pendant 4 heures. Et puis pas, voilà, je pense que c'est important un peu d'avoir de la continuité pour bien s'imprégner de ce qui se passe à bord du bateau, voir quand est-ce qu'il se repose, etc. Et voilà, et l'idée, non, c'est juste par moment de faire des petites remarques, pas trop souvent, mais plutôt à bon escient. Voilà, de trouver de la continuité dans la performance. Ça sert à rien d'aller très très vite, 4-5 heures, et après d'avoir un trou de perf. Et donc l'idée, c'est vraiment de moyenner les vitesses hautes quand c'est possible. Et voilà, et d'utiliser vraiment le bateau à 100% quand c'est possible. Ça, je pense que c'est hyper important par rapport à l'état de la mer. Parce qu'on sait très bien que, ben voilà, typiquement derrière le front, il pouvait pas aller vite. Et on sait très bien que dans les jours à venir et les 2 semaines à venir, il va falloir aussi gérer et le bonhomme et le bateau pour faire le tour dans autour du pôle. Et puis voilà quoi. Mais avant tout, c'est Tom qui choisit son engagement et voilà. Donc il y a juste des fois on lui dit bah tu crois pas que si un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça et voilà et voilà et on essaie de remettre un peu les choses à plat des fois quand ça va pas ou ça arrivait aussi des fois où lui disait là j'arrive pas machin ou le bateau il est un peu trop comme ci ou il est un peu trop comme ça. Voilà, mais il est pas du tout téléguidé et c'est juste un petit peu plus de recul que lui, il a pas le temps d'avoir à bord du bateau par rapport à la perf. Euh, voilà. Et Et essayer de répondre. est-ce que tu échanges aussi dans le même temps avec, j'imagine, la cellule de routage hein, qui est pour SVR Lazartigue est composée de Jean-Yves Bernot et Corentin Douguet avec aussi des membres de l'équipe Merconcept? Ouais, ouais, j'échange avec les gens de chez Merconcept qui sont chez Jean-Yves. Corentin aussi, ce matin j'ai échangé quelques textos avec lui. Enfin, moi l'idée, c'est que j'essaie de bien comprendre ce qu'ils veulent faire avec le bateau. Donc, de façon aussi à avoir un peu de pertinence sur des possibilités d'utiliser le bateau liées à des choix météorologiques, quoi. Voilà, ça sert à rien de dire que tu penses qu'il faut aller plus vite si en fait tu veux faire de la profondeur ou des trucs comme ça, tu vois, au portant VMG, quoi. Donc voilà, donc c'est important quand même de comprendre bien ce qui se passe en météo
pour avoir un petit peu de pertinence dans des petites réflexions que tu peux faire sur la perf du bateau, quoi. Christophe, comment de votre côté est organisé un peu l'accompagnement d'Eric, qui au niveau un du routage et peut-être aussi de l'accompagnement technique, même presque mental, parce qu'il faut aussi, j'imagine, être présent auprès du marin pour le soutenir. Écoute, nous on a deux cellules en fait. On a une cellule météo qui est assez restreinte, donc qui est composée de David Lanier et de moi-même. Donc on échange beaucoup avec David et avec Eric, puisque Eric, en bon figariste qu'il est, aime bien vérifier tout et faire des routages. Il a du temps, hein, globalement, sur son bateau archimédien, il a quand même pas mal de temps euh, pour router aussi son propre bateau. Et en gros, globalement, ça se passe à trois, quoi, hein. Donc, il y a Eric, David Lanier et moi-même. Et on échange beaucoup avec Eric. Ce qui était assez intéressant, pas plus tard que ce matin, il y avait quelque chose de rigolo parce qu'on avait un point de pivot à placer. Et puis en fait, Eric nous a envoyé le point qu'il estimait bon. Et on tombait exactement sur le point que nous aussi, on avait identifié. Donc finalement, Eric gère sa course aussi en bon figariste avec voilà, l'envie de se router lui-même, d'avoir vraiment conscience de ce qu'il a devant lui. Et donc de ce côté-là, c'est hyper agréable. Et après, on a une cellule aussi plus de veille pour justement permettre à tout le monde de se reposer. Et là, on tourne entre les périodes de journée et les nuits, quoi. Voilà. Est-ce que, quelque part, on peut dire que Eric, bon, on l'a dit, hein, il est sur un bateau archimédien, le seul complètement archimédien des 6 bateaux, en lice sur cette course. Donc il est forcément un peu détaché. Il a réussi à rester au contact en début de course, mais, maintenant il a quand même pas mal, de retard sur la tête de flotte. Est-ce que quelque part, il est un peu en mode, record, Eric? Il est forcément un petit peu moins concerné par, j'imagine que vous regardez aussi un petit peu devant lui, mais que quelque part, il est mentalement un peu dans un mode record. Je pense qu'il est même plutôt dans un mode aventure. En fait, il y a 2 sujets, hein. Il est sur un mode aventure, parce que l'objectif principal, c'est de finir. Mode record, quand tu pars en mode record, tu pars avec des conditions choisies. Là, ça n'a pas été le cas, et clairement, on n'aurait pas choisi ces conditions-là. Heu, il y a beaucoup d'écart aujourd'hui entre le bateau il y a beaucoup d'écart évidemment, de fait entre les bateaux de nouvelle génération et celui-là, mais il y en a d'autant plus qu'on a eu beaucoup de reaching et de prêts, sur certaines zones. En tout cas, nous, on en a eu beaucoup. Et c'est vrai que les bateaux nouvelle génération sont très rapidement à entre 30 et 35 nœuds en étant, faciles, à ces allures-là. Au reaching et au prêt, on voit, qu'ils sont, souvent entre 27 et 32 nœuds. Et nous, clairement, sur ces allures-là, ça va pas à ces vitesses-là. Donc moi, j'ai hâte qu'on arrive, sur des allures de portant, de vraies allures de portant avec du 18-20 nœuds et plus. Parce que c'est dans ces conditions-là, on va dire, où son bateau, va quand même, à un peu plus de 30 nœuds. Et du coup, tu prends pas 10 nœuds, de l'heure, 10 000 de l'heure, sur une ligne droite, quoi. Voilà. Donc je crois qu'Eric, il a hâte aussi d'arriver, finalement, dans des zones où il aura un peu plus d'air. On a eu principalement, à part ce front, on a eu principalement, autour de 15 nœuds. Et c'est vrai que pour ce bateau-là, il lui manque encore, entre 3 et 5 nœuds pour être plus agile, plus performant. Ouais, et on rappelle que ce bateau a quand même fait le tour du monde en 49 jours et 3 heures quand il était aux mains de Thomas Coville. Pascal, un petit mot sur l'arrêt de Banque Populaire, donc qui s'est arrêté à balcon avant arraché et problème de descente de foil. Vu ce qui est arrivé à Armel, c'était un peu inéluctable de s'arrêter. On peut pas continuer en mode performance dans ces conditions. Franchement, je j'ai pas tout suivi, donc je vais pas être très clair, mais je pense que de toute façon, s'il y avait un souci d'amure de J1, à partir dans le sud sans un J1, ça paraît un peu difficile, quoi. Voilà. Puis, je cru comprendre qu'il y avait un petit souci aussi d'hydraulique Ouais, sur un foil. Donc exactement. peut-être que tout ça a fait que à un moment donné, bon, ben, voilà, il faut être réaliste, quoi.
tu peux pas remonter le foil ou le descendre à ta convenance. Et si tu peux pas mettre une voile qui va être une voile quand même prépondérante pour faire le tour du pôle, je vois pas trop où tu vas, quoi. Donc voilà. C'est quand même bizarre parce que c'est vrai qu'on se prend très très vite à regarder cette épreuve comme une épreuve sportive, comme une course, comme une transat, quoi. Vu le niveau d'engagement, particulièrement des deux loustiques à l'avant là. Faut quand même pas oublier que ce qu'ils sont partis faire, ça reste purement quelque chose d'exceptionnel, de rare, et que le challenge humain et aventure, il est tout en haut de la liste. Et il suffit qu'il y ait un petit souci technique avec cet arrêt de ce bateau pour se rendre compte à quel point tout ça est borderline, parce qu'il n'y a pas droit à avoir le moindre petit grain de sable dans le jeu, quoi. Ouais, ouais, tu fais bien de le souligner parce qu'on parle effectivement beaucoup de sport parce que aussi, comme tu le dis, les marins mènent un rythme d'enfer devant et qu'ils en sont qu'à 9 jours de course. Mais 9 jours de course, c'est qu'un cinquième potentiel de cette course et que la vraie aventure, la dimension aventure, elle va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure qu'ils vont avancer. Un petit mot, Pascal, sur la performance de Tom Laperche. Il est leader, hein, il a été leader plusieurs fois depuis le départ de la course. Est-ce que, même si tu le connais un petit peu quand même, est-ce qu'il te bluffe? Euh, si tu veux que je te dise non. Oui, 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 il est bluffant. Il est plus que bluffant, quoi. Il a une faculté à avoir une maturité. En fait, je crois que c'est ça qui me bluffe le plus chez lui, c'est la maturité et le calme qu'il a pour gérer tout ça. C'est pas évident. À 26 balais, on allait faire un tour du monde en ultime. Il y a 2 ans, il gagnait la solitaire du Figaro, je crois. Donc, les choses quand même sont passées très très vite. C'était pas évident d'aussi jeune de se dire je vais aller faire ça et je vais être la bonne personne au bon endroit et je vais me réaliser totalement comme il le fait depuis le départ. Donc oui, c'est sûr qu'il est bluffant. J'ai fait un peu de Figaro avec lui, parce qu'il m'avait demandé d'aller naviguer avec lui il y a quelques temps. Ça arrive comme ça, des fois tu fais du bateau avec des garçons que tu connais pas bien, quoi. Et le soir, quand tu rentres, tu te dis, ouf, là il y a Ouais. niveau, quoi, tu vois. Et lui, clairement, ça fait partie des quelques personnes qui, dans ma petite vie de marin, quand j'étais naviguer avec eux, je me suis dit, oula, il y a, là, le bonhomme, il est balèze, il est bien câblé. Il est hyper brillant, il a une faculté en deux, trois petits détails à trouver la bonne carbu, les bons transitions, les bons trucs, les bons réglages de voile. Et voilà, il est easy, il est fort. Et je pense surtout, c'est parce que oui, je pense qu'il est très mature pour son âge. Et on pourrait croire qu'à un moment donné, l'expérience, c'est vraiment nécessaire. Je pense que oui, c'est nécessaire. Mais je pense que peut-être avoir un peu trop d'expérience aussi pour ce genre d'exercice, des fois, c'est pas très très bien. Avec un peu de recul, moi je sais pas comment j'ai fait pour faire du solitaire en Norma des fois, donc je pense que il vaut mieux pas avoir trop de recul et il vaut mieux vivre pleinement les choses pour se réaliser totalement. Christophe, je ne sais pas si tu connais personnellement Tom, mais quel est un peu ton regard un peu plus extérieur sur lui, sur sa performance? Ouais, Tom, je le connais un petit peu. On a des amis en commun, on se croise de temps en temps. Et puis, c'est une génération que j'ai vu grandir. Et ouais, c'est vrai que Tom, il a ce côté exceptionnel, c'est que ça va vite là-haut, hein, en termes de réflexion. Et que c'est le propre du sportif de haut niveau. Moi, je suis plus dans la voile olympique où tout se joue sur des détails. Et c'est vrai que Tom, il est exactement dans cette démarche-là, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur des bateaux différents, c'est pas parce que la météo en course au large peut être vraiment différente qu'il va se cacher derrière ces sujets-là. C'est souvent facile en course au large de se cacher derrière un problème météo ou d'un bateau qui est différent de l'autre et qui a des performances inférieures. Lui, il n'est pas là-dedans. S'il peut aller chercher un pouillème de plus, il ira le chercher. Et en plus de ça, il a le bagage théorique et technique pour bien intégrer et comprendre ce qui se passe sur son bateau. Heu donc vraiment, ouais, je suis admiratif, mais pas étonné, en fait, du niveau de perf qu'il arrive à atteindre. Heu, Vraiment, depuis ses tout débuts, je pense qu'il va chercher la perf, en priorité, en fait. Et du coup, ça amène des niveaux de réflexion qui font que, voilà, il est en tête de l'Arkea Ultimate Challenge.
Pascal, toi qui as le nez sur les perfs de SVR Lazartigue, et forcément, j'imagine que aussi sur celle du Maxi Edmond Rothschild de Charles Caudrelier, est-ce que aujourd'hui, dans les conditions qu'ils sont en train de rencontrer en fin de contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, est-ce qu'on peut dire que les performances sont quasiment égales entre les deux bateaux? Est-ce que selon l'angle de vent, selon les conditions de mer, tu notes des différences? C'est un peu un coup toi, un coup moi. Voilà quoi. Donc en fait, on se rend compte que souvent, des fois, tu te dis, ah bah, tu sais, ça va moins bien, c'est si, et puis finalement après c'est un coup c'est l'autre qui va moins bien. En fait, c'est vachement lié un peu au vent. Devant un nuage, t'as un peu moins de gradient, le vent est un petit peu plus gauche, etc., etc. C'est un peu plus, ou il est un petit peu plus droite, un petit peu plus mou, donc tu comprends pas trop pourquoi ça va pas. Et puis derrière le grain, bah, tu sens qu'il n'y a pas du tout la même densité de l'air, et puis tu retrouves des niveaux de performance qui sont vraiment adéquats. Et c'est un peu comme ça au gré des nuages, et donc c'est un peu un coup lui, un coup Tom. Maintenant, je connais bien le loustic aussi sur Gitana, et ça me fait sourire des fois parce que je l'imagine, et je pense que les deux ils sont un peu au taquet quoi. Et donc ça c'est plutôt sympa à suivre. Maintenant voilà, ça fait 9 jours de course. Là ils sont rentrés dans un truc qui va durer plus longtemps. Normalement quand tu as 9 jours de course, une transat, t'es pas loin de la fin quoi, hein, ou t'as déjà fini pour le Rhum. Là, c'est totalement différent. Donc, il va commencer à y avoir plus d'enjeux humains, peut-être plus de fatigue. Là, dans la nuit, le vent, il va monter. Il va y avoir des empannages à faire pour bien rester dans le bon flux de vent entre cette dépression qui vient des îles Falkland et puis l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis là, on est parti sur le grand tapis du portant pendant des milles et des milles et des milles et des milles et des milles. Et donc tout ça, ça va user aussi et les bonhommes. Euh, et donc là, parce qu'en fait, enfin moi le premier, hein, je suis omnibulé pour savoir s'il a gagné 2000 ou s'il en a perdu un. Voilà, c'est un peu, voilà, il a gagné 3000, je suis là, je suis tout content. Il en a perdu deux, je me dis ah mince. Et en fait, au final, ramener à la longueur de l'exercice qu'il reste à faire, tout ça, c'est un détail quoi. Donc C'est clair, ouais. voilà. Et quel est justement l'enjeu des prochaines heures, des prochains jours là pour les deux loustiques comme tu dis de tête? Bon, l'enjeu, ça va être, c'est ça, c'est de trouver le bon compromis entre la force du vent, avec des petits recalages en tribord à mur là pour aller rechercher un peu de presse. Le vent va monter crescendo là cette nuit et puis demain quoi. Hein. Demain il y a quand même un petit peu d'air quoi. Donc l'état de la mer est plutôt cool. Ça par contre ça c'est sympa. Donc j'imagine bien la longueur de la houle, mais et puis en amplitude c'est pas énorme, donc ça va aller pour eux quoi. Ils vont pouvoir quand même aller vite avec les bateaux. Maintenant il va commencer à y avoir un peu de vent quoi. En moyenne il y avait plutôt une quinzaine de nœuds de vent là depuis quelques jours. Même si hier il a eu un gros grain à un moment donné, donc où ça s'est vraiment emballé grave. Euh, mais c'était bien, toi, c'est le genre de détail, par contre, avec une cellule météo à terre, ça a été super bien géré, quoi. Donc, quand tu sais que tu vas avoir un grain, qu'on te l'a annoncé, etc., que tu sais que ça va se passer, même si honnêtement, c'était un peu chaud, quoi. Euh, mais bon, le bateau, allez, il a pu bien gérer la crise, et puis il est à fond la caisse, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Mais par rapport à la suite, ouais, moi c'est ça un peu. J'ai un peu le sentiment que là, d'ici 2, 3 jours, on va rentrer quand même dans quelque chose d'un peu différent, où la gestion du bonhomme va être primordiale par rapport aussi à la performance du bateau. Ils savent les deux bien se servir de leur bateau, même très très bien. Euh, Est-ce que Gitana sera un peu mieux dans la mer? J'en sais rien. On sait pas encore. Hein, on va voir. Hein, chaque jour suffit sa peine. Et est-ce que et à mon sens, c'est un peu la gestion des bonhommes qui va être hyper importante, quoi. Est-ce que derrière Thomas Coville, qui est à peu près aujourd'hui à 500 000 dans leur tableau arrière, est-ce qu'il va lui aussi arriver à passer devant la même dépression ou il va prendre une dépression de retard? Comment tu vois la situation?
Il faut demander au routeur de Tomakovic, hein, je sais pas moi. Je j'ai pas regardé en détail quoi, mais Ouais, ouais. je pense que ça va être un. D'ailleurs, s'il va un peu à fond la caisse en ce moment là, enfin depuis d'ailleurs un bon petit moment, hein, parce qu'il a quand même régulièrement 35 nœuds de moyenne, donc c'est pas un détail quoi. Euh, Bah, c'est parce qu'il sait très bien qu'il faut Ouais, ouais. qu'il accélère quoi. Voilà. Donc on doit lui dire accélère, accélère. Christophe, quels sont les enjeux à venir pour Eric? Lui, il s'apprête à traverser le poteau noir qui a eu l'air d'être assez indolore, peut-être que Pascal va me contredire, mais pour les bateaux de tête, comment il s'annonce pour Eric et à quel moment vous le voyez franchir l'équateur et passer dans l'hémisphère sud? Moi, écoute, ça c'est une histoire d'une quinzaine, vingtaine d'heures, hein, donc ça va pas être dans trop longtemps. Les derniers fichiers nous annoncent évidemment un peu moins facile que celui des premiers, mais aussi les premiers, il faut savoir que dans 12 nœuds, 12-15 nœuds, ils sont déjà à des vitesses très importantes. Donc c'est aussi ça qui fait la différence, hein, quand tu passes même quand tu passes dans des zones de 12-15 nœuds avec les bateaux nouvelle génération, en fait, tu passes beaucoup plus vite. Comme j'expliquais, nous, pour qu'on ait des vitesses, on va dire, dignes de ce nom, il nous faut 18 nœuds de réel. Donc voilà, mais ça s'annonce pas. On a eu peur, hein, il y a quelques jours, on s'est dit, c'est pas vrai, toutes les portes vont se fermer les unes derrière les autres. Euh, Au final, ça n'a pas l'air si mal. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'on est en avance sur le routage qu'on avait fait sur le départ. D'accord, Heu, ouais. C'est-à-dire qu'on a fait un routage au lendemain du départ, le 8, heu et qu'aujourd'hui Eric est devant et il navigue globalement, entre 85 et 100 de sa polaire. Donc en fait, c'est plutôt satisfaisant, donc évidemment, on n'a pas les mêmes machines, on n'a pas eu les mêmes systèmes météo, mais pour l'instant, il est pas sur le frein, quoi, hein, il est entre 85 et 100 de sa polaire et qu'il est en avance par rapport au routage initial. Donc on on est pas malheureux pour le moment et puis, on nous laisse penser là qu'on va pouvoir passer, un peu plus nord, il y a une petite porte de sortie qui peuvent nous permettre de passer un peu plus nord que les autres, de descendre un peu moins sud là pour aller chercher le cap de Bonne-Espérance. Donc, c'est pas encore complètement certain parce que c'est encore un peu loin, mais ça se présente pas si mal. Et donc derrière les mers du Sud, dans quel état un peu d'esprit il était, Eric, où il va être? Je ne sais pas si vous en avez et si vous avez échangé avec lui sur le sujet, à l'idée, bah, d'aller affronter ces mers du Sud, en solitaire sur un ultime? Bah, évidemment, le 1er sujet, c'est la sécurité, c'est de ramener le bateau à Brest, port d'attache, hein, pour nous. Donc ça, ce sera sa priorité. Après, bah, justement, on a eu quelques apprentissages, hein, avec ce front-là qu'ils ont passé maintenant il y a quelques jours. Heu, donc il va falloir être, je pense que la bonne gestion de l'homme, autant que du bateau. À savoir, être, sur les phases qui peuvent être dangereuses, il va falloir, être, réveillé, il va falloir, être agile et et donc ce sera à nous aussi un petit peu quand la fatigue va arriver, hein, parce que forcément il va commencer à faire froid, enfin plus froid, il va commencer à y avoir de la fatigue, ça va commencer à être long, peut-être un peu de solitude aussi et c'est là où nous, notre rôle sera quand même de le garder bien éveillé dans les phases, dangereuses, dans lesquelles potentiellement ils peuvent rentrer. Pascal, sur cet aspect mer du Sud, on sait que les ultimes n'ont encore, quasiment pas navigué dans les mers du Sud, hein. Gitana et Sodebo ont fait, un demi-tour du monde en équipage, sur leurs tentatives respectives de trophée Jules Verne il y a quelques années. Là, c'est une grande première en solitaire, en ultime autour du monde, dans les mers du Sud. Comment est-ce qu'il y a une part d'inconnu ou toi tu es relativement, serein sur quant aux capacités de ces bateaux à traverser le Grand Sud euh, en relative maîtrise. Les bateaux, ça va aller, hein. Le problème des bateaux, c'est qu'il faut pas que tu touches un petit truc, il faut pas que tu abîmes un safran
ou des trucs comme ça, parce que de suite c'est très compliqué, quoi. C'est ça le problème avec ces bateaux, c'est que, enfin avec tous les bateaux, tu me diras aujourd'hui, hein, parce qu'en IMOCA c'est pareil, si tu tapes un truc et que t'endommages un foil ou un safran, après de suite ça devient vite très compliqué, quoi, parce que ça marche plus, quoi. Voilà. Et donc, je suis pas très très inquiet sur les bateaux, sur la capacité de pouvoir passer ça, hein. Après, le niveau de performance que tu veux mettre avec les bateaux, ça dépend des enfoncements de foil et du degré d'attaque que tu veux y mettre. Voilà, donc c'est lié à l'état de la mer. Le fait qu'il y ait des portes de glace aussi par rapport à un record que tu peux faire comme le record solo ou le Jules Verne, bah, c'est que t'as pas les portes de glace, quoi. Donc, donc du coup, tu peux aller naviguer, on va dire, dans des conditions un peu plus costauds. Là, faut quand même reconnaître que ces ports de glace ont tendance quand même un peu à limiter le mauvais temps, quoi, on va dire. Voilà. Donc voilà. Écoute, pour l'instant, quand tu regardes un peu la météo à long terme, voilà, ça pourrait être pire, quoi. Voilà, ça, c'est sûr que ça pourrait être beaucoup pire, ça pourrait être beaucoup plus copieux, quoi. Voilà, donc voilà, c'est pas easy, ça va être engagé, mais ça, c'est certain. Mais quelque chose de tout à fait gérable, à mon sens, pour ces bonhommes et le talent qu'ils ont. Est-ce que le fait que Charles et Tom soient au contact, est-ce que c'est plutôt un bien dans le sens où ça leur, justement, ça les pousse à maintenir des performances, élevées en se comparant aux petits copains d'à côté? Ou au contraire, ça peut faire des bêtises, te faire rentrer dans le rouge parce que tu veux justement trop rester au contact de l'autre? Comment tu vois ça? Moi, je pense que tout le monde est raisonnable. Voilà. Ouais. Donc voilà, 30 000 de retard ou d'avance, c'est un détail. Voilà, même si nous, en tant que avec notre regard de compétiteur, on préfère les avoir d'avance, ça c'est sûr. Voilà, c'est plus satisfaisant. On va dire qu'à l'échelle de ce qui reste à faire, c'est un détail, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est bien de pas être seul déjà. Ça, je pense que psychologiquement, comme ça, sur un bateau, je préférerais me dire que je vais rentrer là-dedans et que je suis pas tout seul au milieu de la Maracana. Mais et après, au niveau d'engagement, bon, de toute façon, ils vont continuer à aller vite. Ça, c'est certain, hein. Maintenant, voilà, maintenant, que ça soit chez SVR, à Étré, chez Monsieur Bernot, et dans l'équipe de routage et avec les gens qui gèrent Gitana, ouais, voilà, la gestion du bonhomme et du bateau, c'est une priorité, quoi. Ouais, bien sûr. On va finir, par parler un petit peu d'avenir, Christophe, avec toi. Quel est un peu même si j'imagine que c'est peut-être pas le sujet du jour, mais est-ce que ce projet Adagio aura une suite? Comment vous envisagez l'avenir, avec Eric? Est-ce que c'était un one shot sur ce circuit ultime, ou est-ce que vous avez envie de pérenniser votre présence, sur ce circuit? Bah, écoute, il y a une certitude, c'est que Eric est passionné de bateaux, de course au large et qu'il aime bien le multicoque. Ça, c'est une certitude. Par contre, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que on s'est interdit en fait, et avec, la team Eric et avec, le partenaire, principal Adagio, de se projeter trop tôt. On avait tellement de choses sur le on va dire dans la job list, à réaliser qu'en fait on ne s'est pas projeté pour le moment. Mais évidemment, que le souhait, pour tous, hein, il est de continuer à se projeter en course au large, mais on prendra les décisions, heu, je pense à l'arrivée du bateau, heu, à Brest et pour le moment, pas de projection, on se l'est plus ou moins interdit, heu, pour éviter de se disperser et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on a, un projet à suivre, on est forcément moins sur le projet du moment et on voulait pas que ça nous perturbe dans notre mise en route. Et pour finir, quels sont les projets de Pascal Bidégory pour, l'année 2024? Est-ce qu'il y a des navigations en vue, des projets, en vue? On te sait, très attaché, à ces ultimes notamment. Bah déjà,
va suivre tout ça jusqu'à la fin, quoi, parce que c'est important que tout ça se finisse bien. Donc voilà, ça c'est sympa. Les projets, bah, ça va être continuer à naviguer un peu, toujours autour de l'équipe de Merconcept, hein, ça c'est évident. Donc il y a deux projets qui sont portés principalement, à savoir l'IMOCA massif. Donc bah, je recommencerai à travailler avec Charlie à la mise à l'eau du bateau là. Et puis j'espère que bah, très rapidement, mais ça il faut être patient, quoi. Voilà, laissons les bateaux finir leur course, touchons du bois pour que la mer les laisse passer, et ce qu'il y a dedans et ce qui flotte dedans, on les laisse passer aussi, que les bateaux rentrent pas trop abîmés, et qu'on ait le loisir de renaviguer derrière le plus rapidement. Et voilà, je crois que François est très déterminé à faire un petit peu d'équipage. Ouais. Donc c'est sympa tout ça, quoi. Voilà, mais il faut laisser le temps au temps là voilà, chaque chose en son temps. Que le bateau finisse la Bon, course. peut-être ça nous un ramène, trophée Jules Verne en fin d'année. Oui, oui, je crois que j'en ai entendu parler. Eh bien, très bien. Eh ben, merci à tous les deux. C'était super de vous avoir pour parler de cette Arkea Ultime Challenge Brest qui est donc dans sa 9e journée. On vous souhaite à tous les deux une très bonne journée. À nos marins de bien poursuivre leur tour du monde. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 148e épisode de Pause Report. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!